Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, c'est le premier rendez-vous du mercredi du MCP, un moment qui deviendra hebdomadaire pour construire ce mouvement populaire autour de la démocratie. Donc vous pourrez nous retrouver tous les mercredis soirs à partir de 21h30 sur les différentes plateformes où sont présents le MCP pour ce rendez-vous et cette émission Convergence et questions constituantes avec des échanges entre invités et participants. Donc cette première émission sera autour donc de la convergence constituante des mouvements citoyens. Voilà, pour essayer de débattre ensemble. Ce soir, j'ai la chance d'accueillir trois invités. Donc tout d'abord, bonjour Fabrice Grimal, que tu représentes ce soir le Gouv. Bonjour. Merci d'être présent ce soir. Ensuite, on accueille aussi donc Isabelle Thomas qui représente Opération RIC, aussi partenaire du MCP. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Et enfin, vous l'avez peut-être déjà vu à l'écran sur les différentes plateformes du MCP, nous accueillons aussi Bruce Duvic du mouvement constituant populaire. Bonsoir à toutes et tous. Donc ce soir, nous allons passer environ 1h15 tous ensemble. Donc dans un premier temps, dans cette émission, nous allons présenter les trois collectifs présents et laisser la parole à chacun d'entre vous. Je vous poserai quelques questions. Dans un second temps, on va échanger ensemble et même potentiellement débattre donc de la convergence autour de la constituante pendant environ 3/4 d'heure. Et enfin, les internautes présents ce soir, vous pouvez déjà commencer à préparer vos questions parce qu'on finira l'émission pendant 1/4 d'heure, 20 minutes autour de questions avec les internautes pour vous laisser aussi la parole et mettre aussi donc de la démocratie dans cette soirée. Donc pour tout d'abord commencer cette première partie pour présenter les collectifs, potentiellement certaines personnes qui nous écoutent ce soir ne vous connaissent pas forcément tous, ou en tout cas pas tous les collectifs présents. Donc on va commencer avec toi Fabrice, qui représente le Gouv. Donc on a vu que vous êtes né face à un constat où pendant les mouvements des dernières années, en particulier le mouvement des Gilets jaunes, il y avait une insatisfaction que vous avez rencontrée avec cette phrase qui revenait souvent, hein, on est insatisfait par ce gouvernement, on est très nombreux, mais qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on met en place et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les objectifs du Gouv, comment le Gouv est né et comment il se structure aujourd'hui? Et évidemment, je me permettrai de te relancer pour pouvoir avoir quelques précisions. D'accord, merci. Alors effectivement, comme tu l'as bien dit, le Gouv est né de cette question qu'on a beaucoup entendue dans les Gilets jaunes. Que mettriez-vous à la place de Macron et particulièrement qui mettriez-vous à sa place parce qu'il y avait une volonté populaire qu'on a tous ressentie de retourner à la table et de changer les choses durablement, mais ça se heurtait à tout un tas de blocages de la vie politique française et en particulier le pouvoir en place qui semblait hégémonique alors qu'il avait été très mal élu et qui en plus se permettait de nous insulter assez régulièrement. Le seul problème, c'est qu'effectivement, on n'avait pas d'équipe de remplacement. Et c'est de là qu'est venue l'idée de départ du Gouv, de dire la France d'aujourd'hui est vraiment instable, la pression est énorme, il peut tout à fait se passer des choses, en plus on connaît l'histoire de France, on sait qu'il peut se passer des choses, et l'après doit être prévu. Et en fait, on s'est basé sur la tradition anglaise du shadow cabinet où le parti d'opposition s'engage à nommer d'avance les futurs ministres et à placer chaque contre-ministre en face du ministre effectif. Et ça se fait même carrément dans le haut parlement anglais où ils sont physiquement vraiment les uns en face des autres. Et comme en France l'opposition n'existe plus, que la seule opposition un petit peu viable à défaut d'être tout le temps efficace et cohérente, c'est le mouvement social. Et c'est donc des Gilets jaunes qui est sorti le Gouv avec cette volonté de mélanger, de réhabiliter les élites, en tout cas celles qui valent la peine, celles qui sont en osmose avec les aspirations populaires, telles qu'elles ont pu être exprimées par exemple dans le vrai débat ou sur ces piliers que sont la justice sociale, la justice fiscale, la souveraineté du peuple, donc la démocratie réelle et l'indépendance de la nation. Tous ceux qui sont d'accord avec ça et qui ont une existence d'auteurs, d'experts respectés, qui ont produit des travaux parfois même inestimables, ont vocation à fusionner avec cet élément populaire que représentent les Gilets jaunes et qui, dans le Gouv, est représenté par la présidence plurielle, c'est-à-dire les fondateurs, et les comités citoyens tirés au sort,
qui servent de cabinet aux ministres et qu'il faut encadrer cette expertise par la volonté populaire. Voilà, c'est l'idée. D'accord, donc vous avez toute une équipe qui se complète au fur et à mesure avec tous les ministères présents. Hein. On peut retrouver donc sur votre site legouv.fr. Donc les ministères classiques, hein, comme on a dans un gouvernement, hein, qui va de la défense, les affaires étrangères, enfin voilà, l'économie, etc., etc. Et donc face à ce blocage politique, vous avez décidé de proposer une forme d'alter-gouvernement. C'est une forme de gouvernement alternatif qui permettrait de prendre le relais pour soit prendre le relais face à une situation nouvelle en France, ou en tout cas faire des propositions qui répondent aux aspirations du peuple. Mais merci beaucoup Fabrice. Donc pour ceux qui veulent approfondir évidemment le Gouv, n'hésitez pas à aller sur le site internet de votre mouvement. Ensuite, je vais me tourner vers toi Isabelle pour mieux découvrir donc Opération RIC, qui est dans la continuité d'une association qui s'appelait Article 3, si je dis pas de bêtises. Et donc ce soir, est-ce que tu peux nous parler un peu de cet organisme, de ce mouvement citoyen qui donc met au cœur de ses objectifs la mise en place d'un RIC en toute matière, avec évidemment aussi une stratégie de terrain pour tenter de faire une forme de lobbying et un plaidoyer pour mettre en avant cette initiative. Oui, alors l'opération RIC, effectivement, a débuté au tout début des Gilets jaunes, en fait, en décembre 2018. On parlait souvent en manif d'aller voir les députés, parce que Macron était un peu loin, inaccessible, et que les députés sont censés nous représenter. Donc, et d'un coup, pourquoi pas faire une action, et voilà, c'est parti comme ça, en fait, en décembre 2018. On a décidé, bon, j'étais pas là au départ dans la coordination nationale, c'était Éric Dubois et d'autres personnes, mais il n'y a jamais eu beaucoup de monde à l'opération en tant qu'organisateur, 3, 4, 5 personnes maximum. Donc, ça a été un gros boulot de mettre en place tous les supports, le site pour inscrire des gens, en fait, créer une liste de participants qui vont se rendre disponibles le jour J, au moment donné où il y aura 40 personnes d'inscrites par député pour apporter une proposition de loi constitutionnelle pour intégrer le RIC dans la Constitution. Donc voilà, donc ça a démarré comme ça. On s'est appuyé au départ sur, comme tu disais, l'opération s'appelait Opération Article 3, puisqu'on était tourné un petit peu à l'époque, on faisait signer les pétitions d'Yvan Bachot, de l'association Article 3. Voilà, et puis depuis septembre, on a changé de nom et on est devenu Opération RIC. Et maintenant, on a enlevé le TM, c'est le RIC, simplement, pour effectivement être plus parlant et en tout cas regrouper toutes les formes de RIC pour la convergence, en fait. Donc l'opération Article 3, elle doit recruter donc 40 personnes par député. Ça fait 23 080 personnes sur le territoire. C'est énorme. Mais c'est pas qu'une pétition, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a déjà 5 500 personnes d'inscrites. Super. Mais, voilà, c'est déjà beaucoup. Mais les gens qui s'inscrivent ne s'inscrivent pas comme on signerait une pétition. Les gens qui s'inscrivent s'engagent à venir le jour J, à la permanence du député. Voilà. Et puis, sinon, quoi te dire de plus? On est tous les jours en train d'essayer de recruter, de faire inscrire des participants en cours de partout, essayer d'être sur les groupes. On essaye aussi de développer des actions un petit peu originales pour ramener du monde. Voilà, notre objectif à nous, Opération RIC, c'est vraiment d'obtenir le nombre pour réaliser cette action. C'est vraiment une action. Et c'est pour ça que depuis que le MCP est né, pour nous, ça a été formidable, parce qu'on est à peu près sur le même type de maillage. Le MCP maille le territoire en local. À partir du moment où il y a un certain nombre de personnes au même endroit, il crée un groupe. Nous, on le maille par député, mais bon, c'est pareil. Donc du coup, on se dit, on va être de plus en plus nombreux et c'est super. Et en plus, on va pouvoir développer du coup, parce que par contre, nos participants sont inscrits pour venir le jour J. Et ils attendent chez eux, tranquillement. Donc, du coup, on va les réveiller un petit peu, là. On va essayer de reprendre contact
en direct avec eux pour leur permettre de venir dans la rue avec le MCP qui propose plus des actions sur le terrain. Et voilà. Et donc après, il y a d'autres petites choses, mais je vais en garder un peu quand même. Donc une opération aussi qui permet à tous ces gens, tous les gens qui nous écoutent, qui sont insatisfaits, qui peuvent aussi ils peuvent participer à cette opération. Et donc face à cette impuissance populaire, il y a des initiatives comme les vôtres, comme la vôtre en l'occurrence, qui proposent des manières d'agir, et plutôt que rester être spectateur de cette société dans lequel on est insatisfait, eh bien on peut rejoindre ce maillage aussi local et territorial pour pouvoir faire ce lobbying citoyen pour mettre en avant donc ce RIC. Et d'ailleurs, on peut faire une transition directe avec ce maillage territorial qui est aussi initié par le mouvement constituant populaire, qui est né de ce double constat, à la fois cette insatisfaction de la démocratie représentative qui est loin d'être démocratique selon mon regard, et qui est partagée par nombre d'entre nous, et aussi l'isolement de nombreux collectifs en France qui ont des objectifs communs autour d'une démocratie participative, mais qui n'ont pas forcément tissé de liens au cours des années passées. Et donc le MCP tente de répondre à cet objectif. C'est bien ça, Bruce ? Oui, tout à fait. On a, pour rappeler l'historique de la création du MCP, on va dire que c'est plusieurs groupes constituants qui travaillaient depuis plus ou moins longtemps, alors issus du mouvement des Gilets jaunes ou pas, hein, mais il y a des mouvements qui précédaient l'émergence et ce soulèvement populaire. Et l'objectif était dès le départ, qu'on se fédère, qu'on s'unisse autour d'une question, enfin d'une vision commune, d'un objectif commun. Alors on l'a travaillé, hein, on a travaillé sur cet objectif pour le nommer, ce qu'on a appelé le socle commun, c'est-à-dire en fait l'obtention d'un RIC constituant. Ce terme constituant, c'est bien sûr que ça tourne autour de la Constitution. On est nombreuses et nombreux à penser que on ne peut pas s'occuper des questions les mots, hein, MAUX, de notre société tant qu'on ne s'est pas occupé de modifier la règle du jeu, celle en fait la Constitution qui définit comment on distribue le pouvoir, comment le peuple, aujourd'hui en l'occurrence le peuple n'est pas intégré dans le processus de prise de décision collective, mais comment le peuple a le contrôle sur ses élus. Voilà, donc on est vraiment tous unis. Alors il y a aujourd'hui une vingtaine de collectifs. Je les ai pas tous en tête parce que la liste s'étoffe, mais voilà, on peut citer Culture RIC, Gentivirus, l'Assemblée anécienne, les Gilets jaunes constituants, les citoyens constituants, pardon. Voilà, il y a Décidemos, Votez pour vous. Enfin, il y en a une longue liste. Et on a travaillé assez longtemps à partir du mois de juillet donc 2020 pour justement s'accorder sur un socle commun et mettre de côté justement les questions législatives, puisqu'on a considéré que ce sont pour nous des sources de division. Donc on avance bien parce qu'on commence à avoir un réseau de personnes, donc ce qu'on appelle le maillage sur le terrain, qui sont prêts à mettre en place donc alors les actions, c'est-à-dire la stratégie qu'on a définie au sein du MCP. On parle pas forcément d'élections ou de boycott, parce qu'on en parle, mais c'est pas forcément l'objet du MCP. Le MCP est concentré sur l'éducation populaire autour de la démocratie, sur la mise en œuvre d'actions de communication coup de poing, et surtout de votations citoyennes autonomes. Et c'est pour ça que ça rejoint ce que tu as dit, hein, Isabelle, les actions qui sont l'action qui est programmée par Opération RIC. Mais également on regarde avec attention, et même pour certains d'entre nous on participe à l'action, en tout cas à à des comités citoyens organisés par le Gouv, notamment donc personnellement je suis inscrit au comité pour la transition démocratique, puisque là ce qu'on aborde et la vision qu'on en a, elle est commune avec le MCP. On parlera juste après justement de convergence, mais aussi de points qui peuvent parfois être des divergences, mais on a réussi à en faire une complémentarité. Voilà. Super, merci beaucoup Bruce. Et d'ailleurs, c'est donc l'objectif de notre échange ce soir, c'est d'unir ces forces de ces différents collectifs qui sont présents sur le territoire pour répondre à cette impuissance populaire, à cette insatisfaction, cette défiance aussi qui prend de plus en plus d'ampleur par rapport au monde politique. De moins en moins de citoyens croient en ce vieux monde politique, comme je me permettrai de l'appeler. Et donc, on va réfléchir ensemble à nos points de convergence, à nos points de divergence, mais on va essayer surtout de trouver des accords concrets parce que le but, c'est de penser l'avenir. Et face
à la situation actuelle qui est assez inquiétante en termes de souveraineté populaire, je pense qu'il est nécessaire et on va tenter donc au cours de ces 3 prochains quarts d'heure de voir qu'est-ce qui nous unit, qu'est-ce qui nous éloigne les uns des autres, mais aussi sur quoi on va pouvoir construire ensemble. Donc il y a un enjeu donc de taille qui est donc autour de redonner cette puissance populaire. Donc je pense qu'on partage le fait que la Constitution ne devrait être modifiée uniquement que après l'approbation d'un référendum. Je pense que ce soir on partage cet objectif, ainsi que le peuple doit avoir le pouvoir d'initier un tel référendum, un RIC constituant. Donc déjà, est-ce qu'on est d'accord sur ces deux points-là, à la fois du côté du Gouv, à la fois du côté d'Opération RIC et le MCP qui fait aussi un peu la synthèse de ça? Tout à fait. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'accord, donc il y a un point qui peut potentiellement éloigner nos collectifs présents ce soir, c'est la dimension donc législative. Donc si j'ai bien compris, Fabrice, le Gouv qui est donc une forme d'alter-gouvernement, donc va questionner, va étudier, va analyser et faire des propositions concrètes sur des enjeux législatifs pour essayer de mieux comprendre cette stratégie que vous avez adoptée. Pourquoi pour vous c'est important en fait d'intégrer du législatif et de ne pas uniquement se concentrer sur un RIC constituant ou un RIC plus élargi? Quel est votre regard qui vous a emmené vers cette direction? Les revendications populaires entendues dans la rue, les raisons pour lesquelles les Gilets jaunes sont descendus, qui tiennent plus du frigo vide, comme on a dit à l'époque, que du renouveau démocratique proprement dit. Il se trouve que les deux sont tellement liés, et les Français sont des gens intelligents, instruits, et c'est un peuple très politique, donc ils ont fait le lien très vite. Ils ont compris que le pouvoir n'était plus du tout à leur disposition et ces gens qui aiment bien en temps normal pouvoir déléguer à des gens de confiance une tâche ardue de gérer un pays et pouvoir se reposer sur des hommes d'État de valeur, constatant au bout d'un certain temps et quand même quelques décennies qu'il y avait presque plus d'hommes d'État de valeur et que le pouvoir était devenu purement et simplement nocif, se disent que c'est peut-être le moment de reprendre les rênes et potentiellement de faire soi-même les lois, ou en tout cas d'être consulté le plus souvent possible sur au moins tous les sujets d'importance. Ça nous est à tous apparu comme une évidence, mais il faut quand même se rappeler qu'à la base, les Gilets jaunes parlaient beaucoup de pouvoir d'achat, de fin du mois, de prix de l'essence, des enfants qu'on ne peut plus emmener en vacances ou en tout cas dans des conditions décentes alors qu'on travaille et qu'on n'a jamais eu une journée de chômage et malgré tout on n'arrive plus à joindre les deux bouts. Et tout ça, c'est un ensemble de mesures qu'on appelle ici législatives, mais que nous on appelle tout simplement des mesures concrètes, des mesures du quotidien, des mesures de l'urgence sociale. Et c'est vrai qu'avec le MCP, quand il s'est agi de discuter, de voir ce qu'on avait en commun et de voir ce qu'on pouvait mettre en commun pour aller tous plus loin, cette question-là s'est très très vite posée. Et c'est vrai que quand on nous dit que un programme concret divise, c'est vrai, tout divise. Le RIC aussi divise. Quel RIC, comment, à quelle fréquence, combien, quel seuil. Tout ça, c'est 1 million de questions. Dès qu'on rentre dans le détail, effectivement, c'est compliqué. D'ailleurs, le MCP a choisi le RIC constituant comme base de départ, qui est une excellente base de départ. Nous, on avait choisi la même dans notre fameux ministère de la Transition démocratique. C'est mon premier dossier, le RIC constituant, l'article 89, l'abrogation de l'alinéa 3. Enfin bref, je ne fais pas un dessin. Donc, effectivement, parfaitement d'accord là-dessus. Après, c'est vrai que dès que le RIC devient législatif, abrogatif, révocatoire, d'un seul coup, il peut y avoir plein de débats, plein de gens qui se rentrent dedans, et c'est tant mieux parce que c'est la démocratie, c'est le débat public, et il faut que ces débats aient lieu. C'est parfait. Effectivement, quand on cherche une pierre commune, le MCP qui a fait cette recherche a choisi, je pense, la bonne pierre commune. Après, le Gouv, lui, voulait répondre aussi à cette urgence sociale, et pas que, parce qu'il y a une urgence en interne, mais aussi en externe. La France est déclassée chaque jour un petit peu plus dans les relations internationales, dans le commerce international. Il y a des problèmes sanitaires. Il y a une crise immense du Covid en ce moment. Il y a des pans entiers de l'économie française qui tombent
que ce soit les petits commerçants, les restaurateurs, le secteur de la culture, le secteur de l'événementiel et plein d'autres, que l'État prétend soutenir, mais en fait ne soutient pas réellement, est en train de laisser couler, tout en grossissant notre dette. Et ça devient des sujets vraiment urgents. Bientôt, avec l'élection de Biden, vont se poser la question d'intervention internationale au Moyen-Orient, des choses qui vont nous impacter directement, des questions que les Français se posent au quotidien et auxquelles il faut apporter une réponse. Et nous, on a choisi de l'apporter via un mélange d'experts et de citoyens à qui on ne demande pas d'où ils viennent de la gauche, ils viennent de la droite, c'est des abstentionnistes. Ça, c'est vraiment la dernière question qu'on va leur poser. Avant ça, on va leur demander ce qu'ils pensent et comment ils voient l'avenir, comment est-ce qu'ils veulent sauver leur pays et offrir un nouvel espoir à leurs enfants, parce qu'on en est là aujourd'hui. Et on a à notre portée en plus, et ce serait vraiment dommage de s'en priver, beaucoup de mesures simples et de bon sens qui coûtent pas forcément des masses, qui ont été oubliées par le pouvoir, par tous les pouvoirs des dernières années, qui n'étaient pas à notre service et qui n'ont jamais été à notre service, et on est dans une kleptocratie, donc 24 heures par jour, c'est pas assez pour eux pour faire assez d'argent. Par contre, du coup, il n'y a plus une minute pour s'occuper de choses pourtant évidentes et qui coûtent vraiment pas cher à poser, qui font consensus dans le pays. Et c'est vrai que nous, on a pensé que ce serait vraiment dommage de s'en priver. Après, je pense que je laisserai Brûle s'en parler. On a trouvé des complémentarités qui sont très intéressantes et D'accord. Donc vous misez aussi sur le fait que potentiellement les propositions législatives qui pourraient être un point de divergence sont aussi assez concrètes, assez simples sur des mesures d'urgence, et vous pensez qu'il peut y avoir une forme d'accord populaire, enfin en tout cas une majorité populaire qui soutienne de manière assez large et sur des sujets pas trop clivants des propositions concrètes pour répondre à cette urgence sociale, économique et politique comme tu le rappelais. Alors il y aura des sujets clivants aussi. Et puis, quand même, en France, beaucoup de sujets sont clivants. Donc, mais est-ce que vous faites le choix dans votre stratégie d'essayer de vous concentrer dans vos propositions plutôt quand on touche donc aux législatives sur des sujets qui essayent d'être assez populaires et qui pourraient permettre d'avoir une majorité forte pour éviter ces clivages et parce que ces clivages sont potentiellement des freins aussi à réunir après sur d'autres propositions que vous pourriez faire, par exemple en termes de transition démocratique? Alors, il y a vraiment les deux aspects. Il y a les propositions de fond sur la transition démocratique, et on a trouvé un accord avec le MCP justement pour fonctionner ensemble là-dessus. Et il y a aussi les questions d'urgence, qui sont des questions de justice, d'emploi et de pouvoir d'achat, qui, dites comme ça, font l'unanimité, à gauche, à droite, partout, en haut, en bas. Mais après, quand on rentre dans les détails de la réindustrialisation du pays, du système fiscal, où va l'argent, où est-il allé depuis 30 ans, où a-t-il disparu, comment va-t-on aller le chercher et comment va-t-on le redistribuer de manière efficace, équitable, sans faire un nouveau monstre qu'on essaye justement de détruire. C'est là qu'on rentre dans des débats où on est bien content de pouvoir compter sur effectivement des comités citoyens et des ministres dont c'est la spécialité, le domaine, qui maîtrisent les arcanes de tout ça. Ça nous aide à éviter beaucoup de fausses bonnes idées, beaucoup de choses un peu simplificatrices et effectivement on prend conscience de la complexité des choses et c'est assez perturbant, mais bon, il faut s'y faire et il faut embrasser tout ça à bras le corps et puis faire avec et trouver avec nos comités citoyens le moyen d'expliquer tout ça d'une manière compréhensible par tous, sans abuser des termes techniques qu'on voit dans certains médias qui sont là pour noyer sous une fausse complexité des fois des choses qui relèvent du bon sens. Mais c'est le schéma global qui est complexe. Et c'est dans ce schéma global, effectivement, que après, toutes les divergences peuvent rentrer, même sur des questions économiques déjà. Et entre partisans du revenu de base, vous en avez qui ont des versions complètement différentes du revenu de base, qui sont capables de s'étriper dessus. Entre partisans de la souveraineté monétaire, vous avez 15 chapelles différentes qui ne demandent qu'à se rentrer dedans. Et je vous parle d'expérience, parce que c'est des choses qu'on a montées au Gouv, une expérience qu'on fait depuis plus de 6 mois, et c'est pas évident à gérer, ça se fait petit à petit. La démocratie, ça s'acquiert pas comme ça, chacun fait ses expériences, apprendre ses erreurs. En tout cas, tout ça est très encourageant.
Ok, donc il y a aussi cet ancrage populaire qui vous permet aussi d'avoir vraiment des retours du terrain et de pas être uniquement entre experts, parce que j'imagine que dans vos différents ministères, il y a des personnes quand même qui ont un bagage dans le domaine dans lequel ils sont ministres ou alter-ministres. Et donc vous, Isabelle, vous avez fait le choix. Après, je vais essayer de confronter tout ça aussi. Mais donc vous avez fait le choix, vous, un choix différent, donc de vous concentrer uniquement sur le RIC. Tu disais dans l'introduction, vous avez supprimé le en toute matière. Donc vous, pourquoi vous avez fait ce choix de vous concentrer sur le RIC? Pourquoi pour vous c'est la stratégie la plus puissante pour réussir à faire converger ces citoyens insatisfaits par la structure politique actuelle? D'abord, nous sommes une action, principalement l'opération RIC. Une fois que l'action est réalisée et quelque part, opération RIC n'a plus lieu d'être. D'accord. Donc, nous, on n'a pas. C'est une forme de Comment? C'est une forme de flash mob un peu. Enfin, en tout cas, c'est un événement, un grand événement pour marquer le coup et voilà. Excuse-moi, je t'ai coupé. Dans la permanence des députés. Écoute, oui, nous on peut pas. En fait, on ne veut pas rentrer dans des discours justement comme il peut ou dans des élaborations de projets. Au contraire, non. On veut le RIC et on estime que c'est la seule chose qui compte. Parce qu'à partir du moment où tu inscris le RIC dans la Constitution, c'est gagné, c'est terminé. Chaque personne pourra être responsable de poser un référendum, une question, tout redevient normal. C'est le départ d'une nouvelle vie. Pour nous, c'est ça. Le RIC suffit à lui-même à partir du moment où il est inscrit dans la Constitution à l'article 89. Et après, le reste viendra avec le temps, petit à petit. C'est pas tout bouleverser, surtout que si tu veux... Voilà, moi je fais partie de l'opération RIC depuis, au niveau de la coordination nationale depuis 1 an, mais depuis 2 ans, je suis dans la rue avec mon stand et je parle aux citoyens tous les jours. Donc, je me rends bien compte que les personnes, le RIC, c'est pas simple dans leur tête. Il y a une éducation à faire là-dessus. Il faut en discuter, il faut être sur le terrain, il faut en parler avec eux, se rendre compte qu'il y a un autre possible. Parce que les gens, en fait, ils sont tellement bouffés par le système représentatif depuis 70 ans, on va dire à partir de Gaulle, que du coup, ils se rendent pas compte que quelque chose d'autre est possible. Et je sais pas si vous avez arrivé à ressentir, mais moi, je le ressens dans mes tripes. À partir du moment où tu es citoyen et que tu sais que tu as le choix s'il y a quelque chose qui te plaît pas, ou que tu as envie de modifier quelque chose, que tu peux poser une question sur un site, faire grossir la demande et arriver à l'obtenir, mais c'est une liberté monumentale. En soi, si on arrive à faire comprendre aux citoyens qu'il y a une autre façon de raisonner, eh ben, c'est gagné, quoi. Il faut peut-être même pas changer le système. Le système comme il est très bien, il est bien fait. Mais après, il faut pouvoir contrôler, en fait, que nos gouvernants sachent que on est derrière et que s'il y a un truc qui va pas, ben on sera là pour abroger ou légiférer, ou voilà. Et donc, sinon, l'opération RIC, pour revenir à ta question, l'opération RIC est vraiment une action d'inscription de citoyens. Notre but, c'est vraiment d'obtenir le nombre pour réaliser l'action, et du coup, depuis qu'on est partenaire avec l'UMCP, l'action est prévue pour novembre 2021. Magnifique. Là, on va mettre les bouchées doubles et on va essayer on va arriver à récupérer 22 000 inscriptions. Et pour nous, à partir du moment où on réalise l'opération RIC dans les permanences, c'est le début des festivités. Après, on lâche plus, quoi. Après, on lâche plus les députés, puisque voilà, on leur amène une proposition de loi. Après, la proposition de loi, on en a eu une sur notre site, écrite par certaines personnes de l'opération RIC. Aujourd'hui, on l'a enlevée. Et on ira proposer la proposition qu'aura élaborée Objectif RIC.
Et donc toi qui es sur le terrain, Isabelle, c'est intéressant aussi d'avoir un peu des retours du terrain, voir comment les citoyens accueillent les stands que tu réalises. Fabrice nous rappelait que le RIC aussi peut potentiellement être un sujet de débat, avec, comme il disait bien, la brique qui a été choisie, qui pensait pertinente par le MCP, le RIC constituant. Toi, quel retour tu as des citoyens? Est-ce que les débats sont compliqués? Quelles sont les limites que peuvent t'opposer les citoyens quand vous présentez cet outil, vu que là potentiellement, moi je considère que c'est un outil de convergence qui permet donc de dépasser certains clivages, mais voilà, comme Fabrice nous l'a dit, ça peut être aussi un sujet de clivage. Donc quel est un peu le retour des citoyens que tu as, et quels sont les clivages ou les remontées que tu peux avoir qui empêcheraient les individus de soutenir cette initiative ou ce RIC? Alors, on a entendu beaucoup, ils vont rétablir la peine de mort. Alors, je dis pas que j'ai entendu beaucoup ça, mais on a pu l'entendre tous, même dans les discours politiques. C'est l'objection première qui est dite, c'est ça. Après, sur le terrain, les personnes j'ai plutôt des réponses, c'est pas possible, on n'y arrivera jamais, ils ne voudront jamais. Voilà. Donc c'est pas des oppositions, c'est plutôt des peurs ou le sentiment d'impuissance. Voilà, ils ont l'impression d'être submergés par un truc où ils n'arriveront pas à s'en sortir. Mais même aujourd'hui, je sors pas une fois dans la rue, même faire mes courses, n'importe où je suis, je parle du RIC. Et les gens, ils sont défaitistes, quoi. Et puis alors là, avec le Covid, c'est encore pire. Ils ont peur et ils se disent que de toute façon, c'est foutu. Voilà. Donc moi, ce qui me paraît énorme et ce qui est pour moi hyper important, ce qui s'est passé là depuis septembre, c'est d'abord avant septembre, c'était le Gouv. Moi, je connaissais déjà le Gouv et alors j'étais tombée de ma chaise quand j'ai vu ce truc. J'ai dit c'est pas possible, ils ont fait un gouvernement génial. Et du coup, et après le MCP, un maillage. Et je dis, ce qui est important aujourd'hui, c'est de montrer aux Français qu'on est organisé, qu'on a créé des collectifs qui, justement, le Gouv d'un côté, le MCP de l'autre, objectif culturel pour éduquer, informer sur le RIC. Voilà, je dirais qu'aujourd'hui, notre souci, c'est qu'on n'est que sur le réseau. Parce que maintenant, il faut aller dans la rue. Maintenant, il faut aller voir les citoyens. On aura, je pense, on aura beaucoup de retours. Moi, les gens me disent, on vous attend, dépêchez-vous, ou des choses comme ça. Pour ceux qui sont, moi, j'y connais rien, mais allez-y, faites, parce que là, on va nulle part. Donc, les gens sont désespérés, franchement. Donc, c'est pour ça que c'est important, même à l'époque où j'avais diffusé dans les salles des fêtes Je veux du soleil de François Ruffin. J'avais donc diffusé ce film. J'ai eu des maires qui sont venus regarder le film. On a fait des débats, mais c'était court à l'époque, puisque les citoyens disaient, mais qu'est-ce que vous proposez? Allez-y, ok, on est d'accord avec vous, mais on fait quoi? C'est où qu'on signe? Et ça, c'est qu'on on était là, non, on n'est pas structuré, on refusait les chefs, et voilà. Donc, ce qui se passe là, la convergence, avec tous ces mouvements, c'est ce qu'il faut. C'est ce qui va nous permettre de convaincre les citoyens que, voilà, le Gouv, c'est un très bon exemple. Les gens peuvent aller voir le Conseil des ministres, entendre ce qui se dit, voir que les gens sont spécifiques, sont techniques dans leur spécialité. Et ils ne passent pas d'un ministre à l'autre comme ça, du jour au lendemain, d'un ministère à l'autre. Voilà. C'est de l'entre-soi dans notre gouvernement aujourd'hui. Ça n'a plus aucun sens, en fait. On n'en a jamais eu, mais là, c'est carrément flagrant. Voilà. Donc, on voit donc déjà avec ces premières interventions, en fait, qu'il y a quand même il y a un lien très fort, en fait, et il y a une complémentarité entre ces différents mouvements. Et au final, on peut potentiellement chercher des points de divergence qui ont leur intérêt, mais au final, ces points de divergence ne sont pas des divergences au sens fort du terme, parce qu'elles restent dans une culture commune avec un objectif commun. Et donc vous, Bruce, le MCP, donc comme son nom l'indique, le but c'est un mouvement qui réunit tous ces mouvements citoyens pour une convergence constituante.
Donc j'imagine c'est aussi des retours du terrain de votre côté avec différentes expériences de collectifs, d'associations qui sont devenus dès le début partenaires du MCP. Et donc qu'est-ce qui a orienté le MCP vers cette stratégie uniquement du RIC constituant? Ça a été, j'imagine, le fruit des échanges en interne aussi pour créer ce mouvement-là. Mais quels ont été les arguments, les éléments les plus forts qui vous ont encouragé à limiter une brique, à cette unique brique pour réussir à réunir des gens d'horizons différents? Justement, c'est le fait qu'on s'est aperçu même au sein sur le terrain, on entendait plein de revendications quand on était dans le mouvement des Gilets jaunes. Et en fait, j'ai pas mal apprécié le moment où en fait il était question de 3 revendications principales qui tournaient autour de la justice sociale, de la fiscalité plus juste et progressive, et surtout du référendum d'initiative citoyenne. Donc en fait, on avait beau aller dans la rue et essayer d'imposer un rapport de force. Ce rapport de force est déséquilibré puisque on l'a vu. J'ai pas besoin d'expliquer ce qui s'est passé, mais voilà, on a dans la rue, sur le terrain de la force, on a réellement perdu puisque les médias en fait se sont servis de cette violence extérieure. Je vais pas dire violence policière, violence gilet jaune. Il y avait de la violence, c'était un climat qui était tendu, et ça a servi en tout cas l'oligarchie à travers les médias pour détourner le débat. D'ailleurs, ils ont appelé ça le grand débat. C'était un grand monologue. Ils ont fait très peu ils ont apporté très peu de lumière sur le vrai débat. Enfin voilà, on voit très bien ce qui s'est passé. Je voudrais revenir sur les divergences qu'on a pu avoir à la création du MCP et aussi vis-à-vis par exemple du Gouv. C'est-à-dire que ces divergences-là, à chaque fois, on a cherché non pas à les gommer et les éluder pour ne pas en parler, mais en fait, on les a mis de côté pour ne se concentrer que sur cette fameuse, alors nous on appelle ça la pierre angulaire. C'est vraiment le noyau en fait de ce qui fait, c'est indéboulonnable. On est d'accord sur cette obtention, sur la modification de la règle du jeu, c'est-à-dire ça doit passer par l'interrogation des Français sur ce qu'ils pensent de notre Constitution, est-ce qu'ils veulent qu'on la modifie, comment, avec quels outils. Aujourd'hui, le fruit du travail de tous ces groupes qui sont constituants depuis des années, eh bien, c'est que tous les outils ont déjà été éprouvés. On a des ateliers constituants, on a des constitutions provisoires de transition, on a des constitutions toutes faites. On a vraiment un panel d'outils qu'on peut mettre à disposition et proposer. C'est ça la force du MCP. Ensuite, quand on a réfléchi avec le Gouv pour s'unir, pour fusionner, pour voir comment on pouvait vraiment travailler ensemble, c'est vrai que le Gouv considère qu'il peut pas y avoir de transition démocratique si on n'a pas ce programme législatif pour apporter des solutions concrètes aux maux des gens. Là, en ce moment, il y a des vraies réalités. La vie, elle est difficile pour une grande partie de la population. Le MCP pense que c'est trop source de division, et donc on se console, on converge uniquement sur le RIC constituant. Mais finalement, on ne s'est pas dit on arrête toute collaboration, toute coopération. On s'est dit justement, on va en faire des forces. C'est une complémentarité. Et en fait, nous sur le programme législatif du Gouv, au MCP, on n'a pas d'avis. Alors on a des avis individuels, personnels, mais l'entité MCP n'a pas spécialement à se prononcer là-dessus. C'est pas son sujet en fait. Donc on laisse faire cette démarche-là qui est utile. Pourquoi elle est utile? C'est qu'en cas d'une transition démocratique, le travail de contre-gouvernement ou de shadow-gouvernement ou de gouvernement alternatif que fait le Gouv, c'est génial parce que ça permet de rassurer les gens. Quand on parle de transition démocratique, tu l'as signalé Isabelle tout à l'heure, on a l'impression que tout va être chamboulé, qu'on est déjà dans une situation chaotique sur plein de sujets, et que du coup on va se retrouver dans un peu ce qu'on avait en tête à un moment donné pour la Belgique ou les Pays-Bas, avec des gouvernements où on sait plus qui gère quoi. Là, on a, avec le Gouv, la possibilité de dire, regardez, nous avons des gens qui sont reconnus, alors légitimes ou pas, ça c'est chacun qui le décide, qui a son avis, mais ce gouvernement est prêt pour gouverner, et c'est-à-dire, on va dire, garantir la stabilité de l'État. Et en parallèle de ce travail-là, qui est nécessaire, on a une assemblée constituante peut-être, si c'est décidé, mais qui va travailler à proposer une nouvelle règle du jeu. Ça, c'est génial. Et c'est en ça qu'en fait, ces divergences, on en a fait des forces. Là, on a déjà, d'ailleurs, on peut le dire, Fabrice, on a déjà acté au moins une chose, c'est qu'on travaille de concert. On a des membres du MCP qui peuvent participer au comité citoyen. Le MCP, alors qu'est-ce que j'ai mis? Je note pour pas dire de bêtises, mais
le MCP, en fait, on est prêt à s'appuyer sur les contre-ministres, c'est ça que j'ai noté, en cas de transition démocratique, pour dire regardez, on a ce qu'il faut, il y a déjà une structure qui existe, et ça, ça en fait, c'est ce qui fait qu'on a réussi à se dire ok, on peut pas fusionner, on va pas se demander de fusionner, mais par contre, eh ben ces forces-là, la partie maillage terrain, eh ben on la met à disposition aussi du Gouv quand on a besoin de faire des actions. Le Gouv a une batterie des gens qui sont là pour proposer, donc les contre-ministres, c'est parfait. Sur la convergence qu'on a trouvée avec Opération RIC, en fait, c'est que la force, c'est qu'on a des équipes maillage. Alors là, tu l'as dit tout à l'heure, tu as certaines personnes sur ton maillage, Isabelle, sur le maillage de l'Opération RIC, qui sont en attente de cette action, qui devrait se produire en novembre. Mais le planning d'action terrain coordonné au niveau national du MCP intègre parfaitement cette action qui va arriver en novembre. Et du coup, ça permet aussi aux personnes qui sont dans le maillage de l'Opération RIC de dire en attendant, on va aller faire de l'éducation populaire avec les équipes du MCP et les votations citoyennes seront mises en œuvre et on prépare une première action au 13 février. On doit aller sur le terrain, et clairement. Sauf que on a le Covid qui va peut-être nous couper un peu l'herbe sous le pied, mais on doit aller sur le terrain. Voilà, je vais pas faire un tunnel. Je laisse la parole. On va parler des actions de terrain aussi juste après, mais j'ai une question pour vous trois. Au final, ça peut être à la fois, c'est une question ouverte, j'ai moi-même pas la réponse. Le fait d'avoir toutes ces entités qui sont réunies autour du MCP, ça peut être une force parce qu'à la fois, il y a une histoire, il y a des compétences, il y a des ancrages locaux qui peuvent donc mettre en action ces forces populaires pour pouvoir construire cette première démocratie. Mais à la fois, est-ce que c'est pas éparpiller les troupes, mettre un peu des forces partout, ne pas être forcément suffisamment clair, visible et compris par l'opinion publique par les citoyens qu'on va rencontrer dans différentes actions sur le numérique ou sur le terrain. Et donc, comment vous voyez cet enjeu où à la fois il y a cet écosystème qui peut donner une forme de crédibilité, de stabilité, de puissance et une histoire avec déjà des hommes et des femmes derrière qui permettent de faire grandir ce mouvement, mais aussi potentiellement une forme de flou artistique ou en tout cas de flou dans la communication, dans la compréhension du grand public et dans aussi des actions comme Opération RIC qui nécessitent plus de 20 000 personnes. Et aujourd'hui, comme le rappelait très bien Isabelle, les réponses qu'elle a souvent sur les marchés, c'est une forme un sentiment d'impuissance et non pas forcément une volonté de donner de son temps quelques heures par semaine pour pouvoir construire cette société dont on a tous, de cette structure politique dont on a tous besoin. Oui, c'est sûr que les personnes, les citoyens sont habitués à ce qu'on fasse à leur place en fait. Ils se sont habitués à ça. Il faut leur faire comprendre du coup que s'habituer à ça, ils en perdent leur liberté. Donc voilà, il y a toute une éducation à faire et moi je trouve plutôt que c'est hyper riche d'avoir justement tous ces collectifs différents qui du coup permettent à chacun de s'y retrouver à sa sauce en fait. Il y en a qui vont aller plus vers le Gouv, plus vers le MCP, plus qui vont connaître du coup à travers le MCP des autres collectifs, Décidemos, Votez pour vous, voilà, qui vont. Je trouve au contraire que le fait d'avoir des collectifs différents qui font des choses différentes, ça montre à quel point c'est varié et donc c'est le top. On pouvait pas faire mieux en fait. Pourtant c'est. Pour fusionner, je trouve que du coup on devient qu'un et moyen moins quoi. Là on garde notre façon de faire, on est tous différents, on a tous des envies différentes et on est parti dans un truc, on continue, mais en même temps on est rallié à un ensemble de collectifs qui sont d'accord sur le fond, obtenir le RIC et reprendre, mettre fin à l'impuissance politique des citoyens. Ce qu'on pourrait appeler en fait une sorte de front populaire. Non, je disais front démocratique. Je voulais dire, il y avait le front populaire avant, j'avais ça dans la tête, mais un front démocratique. Un front démocratique, c'est ça. Et Fabrice et Bruce, je vous laisse répondre, mais souvent nos ennemis, c'est un terme peut-être qui est pas juste, mais c'est moi qui le choisis. Nos ennemis utilisent des stratégies de créer de gros monopoles, des gros monstres, avec des fusions-acquisitions dans le monde de l'économie qui permet d'avoir des monopoles et des oligopoles. Dans le monde de la politique, pareil. Il y a des partis centraux avec des petits partis qui gravitent autour, mais notre ennemi n'a pas fait plutôt le choix d'avoir plutôt un gros bazooka ou une grosse arme pour pouvoir peser lourd dans ce game politique.
Si, mais la myriade de petites structures, quand elles arrivent à se trouver une structure confédérale, effectivement pas une union où tout le monde perdrait son identité, puisque comme Isabelle l'a bien dit, tout le monde veut s'y retrouver dans un groupe qui lui parle et sur ses sujets de prédilection et à sa manière de prédilection. Mais il y a un moment donné où la pression générale devient très forte et se rapproche toutes ces entités-là les unes des autres. Et la forme confédérale, je pense, comme on le fait un peu là tous les trois ce soir, est la bonne. Il y a des exemples de structures politiques confédérales qui ont obtenu le pouvoir et qu'aujourd'hui on voit comme des blocs monolithiques alors qu'elles n'étaient pas du tout avant ça, et comme par exemple l'UDF. Alors j'ai pas envie de prendre l'UDF évidemment comme comme exemple à suivre parce que au secours, c'est exactement ce qu'on combat en ce moment. Le centrisme et c'est Vichy en temps de paix, voilà. L'extrême centre. L'extrême centre, voilà. Donc, la troisième voie. Chaque jour un peu plus. C'est censé être les plus modérés. Au final, c'est les plus dictatoriaux. C'est fantastique. Et c'est la même chose à Bruxelles. Donc voilà. Mais tout ça pour dire, cette forme-là de réunion plus que d'union, c'est celle qui va porter des fruits, je pense, dans les semaines et les mois à venir. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. En tout cas, moi, j'encourage tout le monde à continuer sur cette voie, à mettre les divergences de côté, comme on l'a fait au tout début du mouvement. Je sais pas si les circonstances actuelles, le mutisme général, le Covid, les gens qui ont l'air groggy à cause de la crise sanitaire vont redonner les mêmes conditions là à cet instant T. En tout cas, le temps est compté, quoi. Il y a une véritable urgence. Faut pas traîner. Et ce qu'on est en train de monter, ceux qui sont ici ce soir, mais aussi d'autres qui sont pas là, ça peut être une vraie force d'entraînement. Montrer l'exemple, je crois qu'on l'a dit au début, montrer que c'est possible de s'entendre malgré les divergences. Et on voit bien à nos discussions que avec Bruce, entre le Gouv et le MCP, il y a une divergence stratégique de fond et que ça ne nous empêche pas de nous entendre, d'être copains, faire des choses en commun et de viser un objectif partagé. Voilà. Et c'est ça qu'il faut essayer de généraliser. Mais c'est pas facile. On est des Gaulois querelleurs, donc c'est toujours compliqué. Bah, justement, je rebondis sur ce que tu dis, Fabrice, parce que on est vraiment on est attentif en fait au travail qui est réalisé par moi je participe alors humblement quand j'ai du temps parce que c'est chaud, mais au comité pour la transition démocratique. On est attentif en fait au travail des contre-députés, on va appeler ça des députés alternatifs, pardon, des ministres, parce que on se dit que là il y a de vraies compétences et ces compétences elles vont être mises au service en fait d'une base, d'un socle commun qu'on a en commun, cette transition démocratique. Et on se dit aussi que ces ministres en fait on les connaît pas aujourd'hui. Et c'est que quand on décide de faire confiance à quelqu'un, on a besoin donc de discuter, d'échanger. On peut rappeler aussi que, par exemple, Raoul Manuberton est venu dans un des comités citoyens, il échange. Enfin, il y a vraiment dans votre mode de travail, il y a un vrai échange. C'est pas on faire descendre, on faire monter, c'est que ça se passe dans de très bonnes conditions. Nous, ce qu'on a prévu de faire, on peut l'annoncer là, c'est que on a prévu aussi dans ces séries de live. Bien sûr, on aura des questions constituantes toutes les semaines. Les lives du mercredi d'ailleurs, tu as dit tout à l'heure 21h30, c'est 21h15 le début. Pardon. Akina. Non, mais je viens d'y penser. En fait, ce qu'on a prévu de faire, c'est aussi de donner la parole à ces ministres, ces contre-ministres du Gouv. Ils viendront s'exprimer. Voilà, on va découvrir aussi qui ils sont, quelles motivations ils ont. Et c'est vrai que on va aussi leur demander. Il y a une question qui est cruciale au MCP, c'est de leur dire bon, demain, si on est dans une transition démocratique et que vous avez un rôle à jouer, que ce gouvernement est mis en place, ce gouvernement alternatif, êtes-vous prêts en fait à mettre de côté vos opinions personnelles dans le cas où par exemple le peuple aurait décidé à l'inverse de ce qui avait été proposé, quoi. Et ça en fait c'est vraiment pour nous un critère qui nous permet de mesurer un peu le niveau démocrate en fait des ministres. Et je pense que ce travail-là il va être fait régulièrement par ces émissions. Donc on va animer, on va faire en sorte que ces informations elles circulent à travers les lives. Ça a vraiment ce but-là aussi. Voilà. Peut-être c'est une question pour toi, Fabrice.
Non, non, je dis la même chose que lui. On est en train d'organiser ça là, justement en ce moment. Et a priori, les vendredis soirs, il y aura un ministre par vendredi, interviewé par des personnalités du journalisme alternatif. Et je pense que ça va être de très bonne qualité. Et je suis impatient d'y être. Voilà. Oui, on parlait tout à l'heure de Front démocratique, mais je précise quand même que dans cette démarche-là, Isabelle, toi, tu es aussi en contact avec des gens, pas mal de gens de terrain, vous avez pas mal échangé. Et là, il y a des initiatives. Je vais peut-être manger un peu le nom de l'association, mais je crois qu'il y a l'association Gilets jaunes. Il y a une convergence, une coordination qui est en train de se mettre en place. Et à chaque fois, dans les groupes, quand on discute de s'unir, on parle aussi de front médiatique. Hein. On parle vraiment d'animer des émissions alternatives pour donner la parole, expliquer, puisqu'on n'a pas en fait d'audience, si ce n'est en période électorale où on a une petite fenêtre de tir qui s'ouvre pour le milieu alternatif. Mais là, il y a vraiment aussi cette volonté de mettre en place tout. On a les outils, on a les gens motivés, on a des gens qui savent faire, comme toi, Akina, ça fait un moment que tu animes aussi. Mais il y a des gens comme toi qui sont prêts à animer ce genre d'émission. Et là, on va vraiment donner la parole pour mieux expliquer. Alors, c'est long des fois à regarder, mais par contre, ça va être expliqué. Voilà, ça va être débattu et expliqué. C'est ça qui est important aussi de rappeler, quoi. Donc vos réponses me font penser aussi que potentiellement, plus il y a une diversité de structures, plus ça sera difficile de les corrompre, entre guillemets, parce que les structures seront plus petites. Donc c'est plus compliqué de corrompre 30 partenaires du MCP que corrompre la grosse pierre angulaire qui est tout en haut, qui concentrerait tous les pouvoirs, toute la visibilité médiatique, avec des choix internes évidemment sur des nombres d'individus. Plus il est grand, plus c'est compliqué. D'où la complexité aussi de réinventer la structure politique en France. Et aussi pour décrédibiliser un mouvement. Si un des partenaires est décrédibilisé, potentiellement le mouvement constituant populaire reste crédible parce qu'il n'est qu'une somme d'entités et chaque entité est propre. J'aimerais aussi qu'on trouve donc des accords concrets. Isabelle nous parlait tout à l'heure du terrain. Moi personnellement, c'est un lieu d'engagement citoyen que je pense central. Évidemment aujourd'hui, et ça s'est accéléré avec l'épidémie du coronavirus. Les interfaces en ligne, les réunions Skype, ou StreamYard ont pris beaucoup de place. Est-ce que vous pensez potentiellement un peu dans la fibre de Opération RIC, est-ce qu'il pourrait y avoir comme ça le MCP qui unit ses forces pour avoir des militants de terrain et pour tenter d'aller dans les grandes villes de France, pas que dans les métropoles, aussi peut-être dans les villes moyennes, voire même dans les campagnes aussi. N'oublions pas la France rurale qui existe. Est-ce que potentiellement vous pensez que c'est réaliste dans les semaines, dans les mois qui arrivent, de faire un projet commun d'action de rue ou d'action de sensibilisation dans le réel pour pouvoir valoriser à la fois chacun de vos mouvements, mais surtout ce mouvement de convergence qu'est le MCP? Alors, de notre côté, moi perso, je le fais depuis 2 ans, hein, donc pour moi c'est facile. Mais c'est vrai que c'est pas évident d'aller au-devant des citoyens pour tout le monde, au niveau de l'élocution et des objections aussi, de répondre aux objections. Donc, Opération RIC, il y a un forum interne où depuis 2 mois, donc c'est encore tout frais. Mais du coup, on met des petites choses. Dans ce forum, on a une petite rubrique communication et on fait des tutos. Voilà, on a fait quelques petites informations aux uns et aux autres avec des tutos, comment faire dans la rue. Là, c'est pareil, on a une équipe de 4 là pour recontacter les coordos de circonscription pour animer les circos. Donc non, dans la rue, ça peut se faire. Maintenant, moi, c'est facile, je le fais tout le temps, mais je pense que si, ce qui est dur, c'est d'être seul. À partir du moment où on est 3 ou 4, ça donne de la force. Ne serait-ce que pour tracter, et après, on va les aider. On va les aider, on est là pour répondre à leurs questions, et puis même moi, il m'est arrivé là, puisque j'ai des stands dans la rue, dans la ville où je suis, autorisés par la mairie, des stands RIC avec la bâche RIC, hein, jaune et noir, voilà. Et j'ai même fait la copie du mail que j'ai envoyé au maire pour donner l'exemple de comment tu peux écrire à un maire sans l'embêter trop, en lui parlant de la démocratie, tu veux parler des outils démocratiques, voilà, tu tournes les choses de la bonne façon, et il peut pas te refuser en fait.
Voilà, il faut. Mais c'est vrai que là aussi, il faut éduquer les gens, même au sein de nos groupes. Moi, il m'est arrivé d'emmener 10 gilets jaunes sur le stand. Ah bah c'était le bordel. Au bout d'un quart d'heure, il fallait les séparer quoi avec les citoyens. Donc voilà, c'est pas tout le monde qui peut aller parler aux citoyens. La diplomatie. Ouais, oui, puis il y en a qui sont assez violents, mais bon, il vaut mieux rigoler quoi. Il faut s'amuser. En fait, il faut le faire en s'amusant. Voilà. Moi, je suis On pourrait demander des commercial trucs. donc Il y a un truc qui est super, pardon. Vas-y, non, fini. non, je disais comme je suis commercial de métier, c'est un peu facile pour moi. Mais après, je prends quelqu'un avec moi et puis on forme les gens. On peut former les gens. Et puis si tu as une pétition à signer, donc déjà sur un stand, tu peux être à 3 sur un stand. Et puis il y en a un qui rabat les gens, l'autre qui les fait signer. S'il parle pas beaucoup, bah, il inscrit avec l'ordi sur le stand. Bah, voilà, chacun peut trouver sa place. Et puis c'est une belle aventure, franchement. Ça nous fait sortir de cette morosité là qu'on a. Et puis aujourd'hui, le Covid peut-être, mais les marchés sont ouverts. Le tractage, tu peux aller au marché, tu as tes tracts dans la poche et personne ne peut t'empêcher de tracter, de discuter avec quelqu'un. Donc en fait, tant qu'il y aura, même pendant le confinement, le premier confinement, il y avait des marchés. Moi j'ai tracté dans les marchés du confinement. Ou chez les agriculteurs du coin, quand on allait chercher des poulets, il y avait des fils voilà. Donc on peut le faire de partout. Et il faut que les gens prennent confiance. Même au sein de nos troupes, il faut qu'on donne la confiance. Voilà. Qu'on apporte aux gens. Il faut que les gens reprennent vraiment l'envie. Parce qu'en ce moment, c'est ça qui manque un petit peu avec cette foutue crise-là. Ce qu'on peut leur dire pour les rassurer, c'est que le fait que ces collectifs ils travaillent en synergie, on s'aperçoit que chacun a travaillé, alors parfois de façon différente, sur des sujets et a développé des compétences qui sont, alors des fois on a les mêmes compétences, et puis des fois même souvent elles se complètent. Et tu vois, on a ce que tu dis par exemple sur les tutos. Nous on en a parlé des tutos pour expliquer comment on peut aller sur le terrain, comment on peut s'exprimer, les choses à éviter, la façon de s'exprimer, les mots utilisés, tout ça. Parce que en fait, c'est en grande partie aussi une guerre de communication qu'on est en train de mener. On l'a un peu perdu. Je dirais pas. Francis Lalanne disait qu'on avait perdu le combat dans la rue. Les Gilets jaunes avaient perdu le combat. Moi, je préciserais, en fait, on a perdu un combat sur la communication. On s'est fait avoir sur la com. Pas seulement. Après, on a des médias en face, mais pas voilà. seulement sur les médias, même dans la rue. Au début du mouvement, quand il s'agissait de circuler en manifestation, on a des gens qui ne comprenaient pas ce qui se passait et on n'était pas si nombreux que ça à aller leur expliquer notre démarche. Même pour revenir à ce que tu disais, Isabelle, on a là, tu vois, tu parles de tuto. Et ben, ce qui est génial quand on intègre une structure, par exemple l'opération RIC, le Gouv ou autre, et qu'on sait qu'on fait partie après d'un front démocratique, on va appeler ça comme ça, une convergence, une coordination. Et ben en fait, comme tu le disais, on peut aller piocher chez les différents groupes parce qu'ils ont des particularités et on peut y trouver vraiment aujourd'hui, c'est assez large, on peut vraiment y trouver sa tasse de thé. Et vous dites tiens j'ai besoin de tutos, eh ben paf, Objectif RIC en ont fait. Tiens j'ai besoin par exemple de matière sur des propositions plus concrètes, paf le Gouv ils en ont. Tiens, qu'est-ce qu'on peut faire comme type d'action? Eh ben, on définit des actions de communication coup de poing auprès d'institutions particulières, comme les mairies, où on le dit pas trop, mais la prochaine action, on garde un peu de secret. Mais voilà, on a ce qu'il faut. Il y a vraiment un panel large de savoir-faire et de compétences au sein du MCP et même ailleurs, quoi. Voilà. Et vous, Fabrice, en termes d'action de terrain, est-ce que tu nous parlais donc des vendredis soirs, il y aurait sûrement donc des interviews des différents ministres, des alter-ministres et des actions de terrain. Est-ce que vous avez déjà des projets en cours, des projets à venir? Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose de pertinent potentiellement d'inventer des actions communes au nom du MCP et d'essayer d'unir les forces humaines et bénévoles aussi? Parce que malheureusement, souvent, pour porter ces actions-là, on manque de citoyens qui ont cet espoir de construire cette nouvelle structure politique. Alors oui, tout à fait. J'approuve tout ce que je viens d'entendre. Ça va de soi. Il y a beaucoup de gens qui ont cru qu'on pourrait s'en tirer qu'avec les réseaux sociaux.
avec le web 2.0. Effectivement, les gilets jaunes ont explosé en grande partie grâce à Facebook, mais depuis les algorithmes ont changé. On a bien vu que les pages importantes qui est lié de près ou de loin aux gilets jaunes est soit censuré, soit ralenti, pour le dire pudiquement. On a tous subi ça, donc on peut tous en parler de première main. Donc certains disent qu'il faut se replier sur le 1.0, c'est-à-dire les sites internet à l'ancienne, voire carrément sur le 0.0. Qui sont les médias classiques auxquels on n'a pas accès, ou le terrain, sachant qu'on est en train de se demander si dans 15 jours on va pas être confiné. Mais Isabelle, tu as tout à fait raison, il y a plein de trucs qui sont possibles de faire malgré le confinement. Ça ne fait aucun doute. Donc nous, on voit par exemple dans nos comités citoyens, il y a une remarque qui est revenue pas mal au début, c'est bien gentil Discord, mais on aimerait bien se voir, quoi. On voudrait se toucher, se parler, se respirer, quoi, se faire des bisous. Et alors nous, le problème qu'on a, alors, contrairement à Opération Rico MCP qui font des mariages territoriaux où tout le monde peut se rencontrer dans une même région, c'est un peu rencontre des amis chauds de ta région, envoie MCP au 8-12-12. Voilà. Donc ça, c'est effectivement très pratique. Même en période de confinement, on fait une vraie fausse attestation et puis on va faire sa réunion, c'est super. Donc, le problème, c'est que les comités sont réunis sur des bases thématiques. Donc, dans chaque comité, vous avez un gars du Nord-Calais, un gars de la Meurthe-et-Moselle, une nana de région PACA. Et de toute façon, chez nous, la question se pose pas. C'est forcément à distance. Ça, c'est le défaut de conception de la machine. Donc, on attend. Nous, on est obligé d'attendre une fin de confinement quasi totale pour pouvoir faire prendre des trains aux gens, pour pouvoir organiser des événements assez massifs où on pourrait éventuellement réunir tout le monde, faire une réunion régionale, par exemple, 2 ou 3 réunions régionales, réunir tout le monde au bout du compte. Mais bon, c'est une certaine logistique qui en ce moment est très compliquée. On n'a absolument aucune visibilité. Demander aux gens d'acheter des billets de train quand on ne sait pas s'ils vont pouvoir les utiliser, ça reste compliqué. Quoi qu'il en soit, on est ouvert à toutes les propositions d'action. On a parrainé un certain nombre de manifestations à Paris, notamment celles parmi les dernières qui ont été organisées par Opération Spéciale et puis le syndicat Gilets jaunes. Et puis, on est prêt à appuyer toute bonne idée de terrain parce qu'il va en falloir. Quoi qu'il arrive, c'est sur le terrain qu'on devra gagner. Super. Justement, juste une chose, je rappelle, on a donc là, on a les équipes maillées qui vont se réunir le 1er février, commencer à travailler donc sur l'action du 13 février. Donc, elle est dans les tuyaux. J'en dis pas trop, mais on va aller voir une institution un jour. Donc, on va procéder à différents tractages les week-ends d'avant pour faire de l'éducation populaire. Exactement ce que tu disais, Isabelle. Aller voir les gens et voilà, prendre la parole, discuter. Alors, confinement, si reconfinement sévère, ce qui se profile. Mais en tout cas, c'est ça qu'on a prévu de faire. Et le 13 février, c'est une action où, en fait, on va aller donner une lettre à une institution. Voilà. Donc, toujours dans le but de promouvoir la démocratie, le RIC constituant. Voilà, j'en dis pas plus parce que bon, vous verrez de toute façon, et il y en aura plusieurs pour aboutir derrière à des votations citoyennes autonomes. Donc, on a mis du temps, on s'organise. Par exemple, personnellement, je vais beaucoup moins en manifestation les samedis, mais parce qu'on est en train de s'organiser, voilà, plus on sera organisé, ça fait 2 ans et demi maintenant. Voilà, on a besoin de se structurer pour revenir de façon vraiment percutante et voilà, on est en train on va faire ces lives pour montrer cette convergence, cette union dans l'action, et on va progressivement aller sur le terrain beaucoup plus avec des actions ciblées. J'aime beaucoup ce que faisaient les Gilets jaunes constituants, des actions vraiment précises. Voilà, c'est fort en com, et ben c'est ça qu'il faut faire. Voilà, et je pense que là on a les outils et les gens motivés pour le faire. Et faut avoir la patate. Voilà. Superbe, merci beaucoup. Évidemment, on pourrait approfondir pendant des heures. C'est passionnant et il y a beaucoup de choses à dire sur tous ces sujets-là. Mais ça fait un peu plus d'1 heure qu'on est ensemble. Et donc maintenant, on va laisser un peu la parole aux internautes aussi. Donc, on a eu beaucoup de questions. Donc, je vais vous encourager à répondre assez rapidement aux questions, dans la mesure du possible, bien évidemment. Comme ça. Excusez-moi. Est-ce que je peux quand même faire une annonce, puisque je pensais pas que c'était déjà passé 1 heure, moi. Ah je t'en prie, Isabelle, je suis à ta disposition. Voilà, donc je voulais faire une annonce ce soir, puisque nous avons lancé depuis, c'est dans les tuyaux, c'est-à-dire qu'on a déjà écrit
on a lancé une pétition, un RIP pour un RIC sur le site de l'Assemblée nationale. Donc, on l'a écrite durant les 2-3 jours. Là, on voulait la faire pour l'émission, justement, pour pouvoir la lancer pour l'émission. D'ici 2-3 jours, parce qu'il y a un temps sur le site de l'Assemblée nationale pour qu'ils mettent en ligne la pétition. Et donc, cette pétition, on va essayer de la faire monter un maximum. Et du coup, on va refaire du stand, comme on a fait pour l'ADP, pour faire signer les aéroports de Paris. Voilà, on a un RIP pour le RIC, avec une proposition de loi qui a été élaborée avec Raoul, qu'on avait invité sur notre groupe Messenger, pour qu'il nous donne un petit coup de main pour finaliser la demande de RIP pour un RIC. Voilà, donc c'est 100 000 signatures pour qu'elle soit étudiée, mise à un rapporteur. Au bout de 500 000 signatures, alors j'ai pas tout le déroulé, mais elle doit être normalement discutée dans l'hémicycle. Maintenant, ça c'est la solution A, mais ils ont à côté une solution B où elle peut, du coup, ne pas aboutir du tout. Mais c'est pas grave, on ira les voir en novembre, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc pour ceux qui savent pas, il y a ça qui est important. Et aussi autre chose, on voulait lancer la journée du RIC. Voilà, donc vous choisiriez quoi comme date? La journée du RIC. Le 14 juillet? Non. Non, je rigole. Ou le 17 novembre? Le 17 novembre, super, j'aime beaucoup. Au hasard. Hein. C'est quelle date le dernier référendum d'initiative 29 mai. Le dernier référendum qu'on a eu, Maastricht. 29 mai. 29 mai. La journée C'était du le 29 mai. 2005. Voilà, on pensait à ça. Bon, c'est pas mal, non? Le mois de mai, c'est bien le mois de mai. C'est bien. Voilà. C'est chaud. Donc là aussi. C'est la date de la création du Gouv. On avait choisi cette date-là, justement, 15 ans jour pour jour, après ce référendum trahi. C'est ce qu'on appelle un alignement de planètes, là, hein, en Exactement. direct. Ouais. Mais c'est l'anniversaire de ma mère aussi. Donc, c'est un beau symbole. Je vais pour le 29 mai. Votez. Ok, votez. Ça va. Merci Isabelle pour cette précision. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissaient pas, le RIP, c'est référendum d'initiative parlementaire. Voilà. Qui est pas, partagé par les parlementaires. D'accord. Partagé par les parlementaires, pardon. Ouais, c'est ça. C'est ça. Partagé. Et Raoul dont tu parlais, c'est Raoul Manu-Berton. C'est ça. Hein. Voilà. Qui est ministre de la Transition démocratique au Gouv. Oui, et qui nous aide, qui était le défenseur de notre PLC sur Objectif RIC, mais voilà, mais il en a mis une de PLC lui aussi. Donc il y en a pas mal là en ce moment, de PLC sur Objectif RIC. Mais très bonne, moi j'aime beaucoup Raoul, hein, il est extra. Il est d'une simplicité dans ses explications, c'est extraordinaire. Et puis il est concret, il part pas dans des choses, tu vois, farfelues. Il a toujours les pieds sur terre. Ouais. Ça c'est important. Eh ben c'est super parce que la première question parle encore du Gouv et c'est une question qui nous vient de Sophie. Donc elle est un peu longue, hein. Fabrice, fais ce que tu peux pour essayer d'être assez concis quand même pour pouvoir prendre plusieurs questions. Donc la question de Sophie, c'est où sont les ouvriers, les femmes de ménage, les caissières de supermarché ou facteurs dans votre Gouv? Où sont les femmes? Il est inadmissible de prétendre incarner la démocratie en présentant une incarnation de seulement 50% de la population et la parité. Pourquoi faites-vous une équipe de profils faisant penser à ce que l'on a actuellement si on veut faire du neuf? Donc, il y a 8 questions en une, je suis désolé. Ok, alors je vais effectivement essayer d'y répondre assez vite. Alors, j'ai noté les ouvriers, les femmes et le fait que c'est des profils similaires au ministre actuel. C'est ça. Les ouvriers, ceux qui se sont inscrits dans les comités citoyens, il y en a, ont été tirés au sort statistiquement, donc ils y sont, il y en a un certain nombre. Après, dans le gouvernement, en l'occurrence, il y a effectivement des gens qui ont des très gros diplômes de type Normal Sup,
ENA et agrégation et compagnie. Mais il y a par exemple Jacques Nikonov qui est un ancien ouvrier, qui a été ouvrier pendant 10 ans puis chômeur. Il n'avait pas le bac, il l'a passé à 30 ans et ensuite il a fait Sciences Po et l'ENA. Donc il sait ce que c'est d'être ouvrier. On a aussi notre nouveau ministre de la Culture, Mehdi Belhaj-Kassem, qui n'a pas été ouvrier, mais qui est parfaitement autodidacte, qui a écrit son premier roman à 17 ans, qui a pas de diplôme universitaire, qui donc ne peut pas se faire un revenu stable en enseignant et qui donc mène pas du tout une vie de riche. Donc au niveau des ministres, par contre, effectivement, voilà, on choisit des profils de spécialistes, de gens qui ont écrit des livres. Donc fatalement, on va pas retrouver beaucoup d'ouvriers. Les femmes, on en a proposé, on a rencontré plein de femmes à qui on a proposé d'être ministre du Gouv dans des secteurs qu'on peut imaginer selon les clichés pour des femmes, ou dans des domaines plus techniques, plus complexes où on verrait pas forcément des femmes, mais on a essayé partout. Et quand je dis complexe, c'est technique au sens ingénieur, où effectivement 90% des effectifs qui sortent d'écoles d'ingénieurs sont masculins. Mais on va quand même chercher des femmes, même dans ces domaines-là, et même surtout dans ces domaines-là, pas que à l'enfance et tout. Elles ont toutes dit non. Toutes. Alors qu'on leur sortait les mêmes arguments qu'aux garçons, on leur rendait la même sauce, mais elles avaient toutes une raison excellente, qu'on ne remettait pas en cause, de dire non. Voilà. Donc après, on a eu des explications de certaines d'entre elles, parce qu'au bout d'un moment, on leur demandait, mais vous dites toutes non, c'est pas possible. Quel est le problème? Et alors, on a eu diverses explications. On nous a dit que ce qu'on faisait, c'était un combat de se mettre en avant, c'était une lutte de se proclamer contre ministre, c'était quelque chose d'assez agressif dans l'intention, que donc ça plaisait pas aux femmes, ou que ça aliénait leur indépendance, qu'elles avaient plus de problèmes que les hommes pour accélérer leur carrière, et que ce genre de choses pouvait les freiner, ou même que ça rentre en contradiction avec la vie familiale dans laquelle elles étaient plus impliquées que les hommes. Bref, on a entendu tous les arguments possibles. Nous, on continue de vouloir des femmes. Il y en a 2 là dans le pipe, comme on dit, qui doivent nous répondre bientôt. Donc, on continue cette recherche. Et dans les comités citoyens, il y en a autant qu'il y en a d'inscrites, c'est-à-dire à peu près 30%. Voilà. Et la dernière chose, c'est que ce sont les mêmes profils. Et alors là, pas du tout. Je suis désolé, pas du tout. La dernière fois qu'on a vu un médecin spécialiste de la médecine à la santé en France, c'était il y a tellement longtemps, si vous voulez, on s'en souvient même plus. La dernière fois qu'on a vu quelqu'un qui a risqué sa vie pour la France, ne serait-ce qu'une minute à la Défense ou à l'intérieur, c'est pareil. C'est pour monter sûrement au général de Gaulle. En France, c'est des apparatchiks, on l'a dit tout à l'heure, c'est des Roselyne Bachelot qui un coup sont à la santé, un coup à l'agriculture, un coup à la culture. C'est comme dans le sketch des Inconnus. Rien n'a changé. Ils n'ont pas les diplômes de leur spécialité. Ils deviennent avocats en claquant des doigts grâce à une spécialité, grâce à un dispositif particulier. Enfin bref, il y en a beaucoup qui n'ont jamais travaillé de leur vie, en fait, à part grenouiller dans des partis, se faire élire, être assistant parlementaire, assistant de mairie, puis monter comme ça, grenouiller. Macron leur a offert des promotions éclairs. Je veux dire, mais dans le Gouv, il n'y a pas de Sibeth Ndiaye, il n'y a pas de Marlène Schiappa, il n'y a pas de gens comme ça, il n'y a pas de Gérald Darmanin, de Benjamin Griveaux, il n'y a pas de Gabriel Attal. Voilà, il n'y a pas d'Attal séjourné, toute cette clique là. Il y a rien de tout ça au Gouv. Il y a des gens compétents, dévoués pour le bien commun. En tout cas, c'est comme ça que nous on les conçoit, on les fréquente et on en est persuadé. Merci Fabrice pour cette réponse. Je suis désolé de faire court. Mais c'est super, vraiment merci beaucoup. On enchaîne avec une question donc de Agalaz, excusez-moi pour la prononciation. Donc Agalaz qui nous demande est-ce que vous craignez pas d'être récupéré par un parti politique, car de nombreuses idées du MCP, des Gilets jaunes, dont le RIC, circulent dans certains partis en général en France, et en particulier par exemple les Insoumis, la France Insoumise. Voilà, je sais pas, un d'entre vous, peut-être 2, assez rapidement, la récupération politique. En fait, ce qui se passe là actuellement, depuis le mouvement des Gilets jaunes, ça s'est accéléré, mais c'est qu'on s'est rendu compte qu'on s'était fait galvauder plein de choses, enfin plein de termes. On appelle ça la novlangue. Vous parlez d'un syndicat aujourd'hui, les gens ils ont envie de vomir. Vous parlez d'un parti politique, les gens ils ont envie de vomir. Enfin voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que partout, ces fameuses structures dont on parlait tout à l'heure, alors qu'ils s'agrègent ou pas, faut du temps, ou peut-être que ça se fera jamais.
mais chacun en fait a travaillé sur des différentes thématiques et tente de redonner ses lettres de noblesse. Le Gouv, c'est un gouvernement de transition, un gouvernement provisoire, un contre-gouvernement. C'est pour redonner ses lettres de noblesse à un gouvernement. L'opération RIC, c'est pour redonner les lettres de noblesse aux mots politiques, puisqu'en fait les citoyens vont s'investir et être en fait intégrés au processus de prise de décision. Nous, je fais partie, moi je suis porte-parole du mouvement Votez pour vous. Quand on a créé Votez pour vous, c'est un parti politique avec une asso de financement. C'était pour redonner ces lettres de noblesse aux députés. Et en fait, à chaque fois, on a cadré, on a mis dans nos statuts, on s'est basé sur ce qui est fait aujourd'hui et ce qu'on ne veut plus voir. Et on a bâti tous en fait des fonctionnements. Le syndicat Gilets jaunes, c'est un syndicat qui veut donner ses lettres de noblesse au syndicat. Donc on n'a pas peur d'être récupéré. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait on a essayé. Alors on n'est peut-être pas bon partout, mais on a essayé de créer en fait tous ces organes qui font demain en fait un nouveau système, une nouvelle gouvernance. Et voilà, on parle aussi de ferme autonome, parce que ça va bien plus loin. Hein. Là on parle de démocratie, c'est une base pour commencer à réfléchir ensemble. Mais on essaie d'avoir des lieux de souveraineté alimentaire, énergétique. Voilà, à chaque fois, on s'organise pour en fait être le moins dépendant du système. Et puis la récupération, de toute façon, on sait d'où on vient et on peut nouer avoir des discussions et nouer en fait des actions communes à un moment, un front commun. Mais récupérer, je pense pas maintenant. On s'est trop fait blouser, quoi. On s'est trop fait blouser, donc maintenant on est vigilant. J'enchaîne sur une question de Charlie qui souhaiterait savoir si vous avez prévu ou s'il existe déjà une plateforme numérique active pour la mise en place du RIC constituant ou des RIC de manière générale. Il existe des plateformes. Vous venez voir au MCP la liste des partenaires. Et dans la liste de ces partenaires, le premier qui me vient en tête, vous avez par exemple Culture RIC. Tout à l'heure, tu as parlé, Isabelle, d'objectifs RIC. Il y a déjà des structures aussi article 3, il y a des structures qui travaillent sur le RIC, vraiment le RIC depuis des années. Donc, allez voir le travail de tous ces collectifs-là, et puis vous verrez, je te laisse la main, Isabelle. Je pense que la question portait plus sur une plateforme de vote où les gens pourraient aller mettre leurs questions en ligne et voter. Je sais pas, mais ça m'a semblé que c'était ça. Non ? Oui, ça c'est Objectif du coup. C'est Objectif RIC qui a créé cette plateforme de vote citoyen où on peut poser donc des votes, des questions sur l'élaboration, comment on peut faire un RIC sur tel ou tel sujet. Et c'est normalement Objectif RIC qui doit créer la base du RIC des Français qu'auront choisi les Français. Bon, c'est au départ, on est au démarrage. Il y a aussi donc là-dessus, je crois que je peux peut-être me tromper, mais quand j'ai discuté au tout début, au mois de mars 2020 avec Culture RIC, il était aussi question en fait de se poser la question justement de quel RIC veulent les Français. Et donc il y a eu un gros travail de fait aussi d'analyse. Alors à chaque fois qui est pas forcément légitime puisque ça concerne une petite part de la population. Maintenant, pour rebondir sur ça, ça fait déjà au moins 1 an ou 2 qu'on entend parler d'une plateforme. Alors c'est une plateforme collaborative qui pourrait se créer, mais qui intégrerait aussi un outil de prise de décision collective, un outil de vote en ligne. Là, c'est gros débat aussi par rapport à ça parce que le numérique fait peur aussi quand il s'agit de vote. Parce qu'on a des informations qui rentrent dans une boîte et qui ressortent de l'autre côté. Mais on peut imaginer aussi déjà en interne des outils qui permettent la prise de décision collective. Par contre, là sur cette question, je suis quand même globalement pour le vote papier parce que on a les moyens quand même de contrôler les choses. Voilà. Donc, mais ça existe. Il y a déjà des réflexions là-dessus. Super. Et donc, on encourage aussi les gens qui nous suivent à aller sur le site du MCP qui réunit donc une vingtaine de partenaires. Et qui permet donc d'avoir accédé à plein d'initiatives autour de la construction de cette démocratie. Je continue avec une question de Papillon, très intéressante, qui nous demande comment donner une place et faire entendre la voix des minorités au sein d'une vraie démocratie dans laquelle la majorité, donc le nombre, fait forcément loi. J'étais clair ? C'est une question qui a 2500 ans et on n'a toujours pas de réponse. Alors, et la structure actuelle n'y répond pas non plus forcément. Au sein, par exemple, d'un groupe citoyen comme les nôtres, on a une technique qui s'appelle le rapport minoritaire. C'est-à-dire que si un comité prend une décision, inscrit cette décision dans son rapport, la motive,
Et à la fin du rapport, on a le rapport minoritaire, c'est-à-dire il y a quand même 40% du comité qui pense ça. Et comme ça, le truc est écrit, il est motivé autant que l'autre, il apparaît, il n'a pas été retenu, mais il est quand même là pour l'avenir, si des gens veulent changer d'avis, récupérer, le travail a été fait. Et l'avis de la minorité a été pris en compte. Évidemment, à l'échelle de direction d'un pays, c'est pas possible. Diriger, c'est choisir. Et à un moment donné, tu laisses forcément une minorité ou une majorité de côté. Parce qu'il arrive qu'en démocratie, on prenne des décisions au nom d'une minorité qui impacte une majorité, mais ça convient quand même à tout le monde. Mais oui, il n'y a pas de réponse à cette question. En tout cas, moi, je la connais pas. Non, puis surtout, ce qu'on peut dire aussi, c'est que il y a tellement un delta, il y a tellement de choses en fait à améliorer aujourd'hui que on va déjà réussir sur ce qui est besoin primaire, les outils de communication qu'on a entre nous, les prises de décision. On ne peut qu'améliorer les choses. Là, on a aujourd'hui une minorité, une petite minorité qui gouverne de façon, ouais, je vais dire le mot, hein, de façon totalitaire, enfin en tout cas très agressive. Et d'ailleurs, si on regarde le résultat des élections de 2017, finalement, au premier tour, on peut se dire que personne n'était réellement légitime pour gouverner au vu des scores du premier tour. Donc en fait, si on instaure un autre système, un autre système pour prendre les décisions collectives, on va pas solutionner tous les problèmes de la société, mais en tout cas les principaux. Je pense qu'on peut déjà au moins plus de la moitié de ce qu'on a comme difficulté dans la vie peut être traité de façon démocratique, parce que ça n'existe pas aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe, mais démocratique au sens où on intègre le peuple dans le processus de décision. Et en fait, le peuple, c'est une phrase d'Étienne, mais le peuple, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. En démocratie, le peuple décide. Voilà. Alors après, on peut aussi imaginer des systèmes où on est attentif à ce qu'on n'ait pas de souffrance quand on prend certaines décisions, et trouver des dispositifs qui permettent aussi d'aménager, que ça soit pas complètement rigide sur certaines choses, quoi. C'est très abstrait ce que je dis, mais non, c'est pas abstrait du tout. C'est pas abstrait du tout. Si tu as un RIC législatif qui enlève un dispositif qui nourrissait concrètement 100 000 personnes, du jour au lendemain, ils se retrouvent sans rien. Et ça doit être prévu d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que la question du RIC est très très complexe. Et donc, on aura l'occasion d'approfondir toutes ces questions au cours de tous les rendez-vous du mercredi soir à 21h15. Allez, je vous enchaîne encore pour finir cette émission. On arrive bientôt à la fin. Encore 10 petites minutes tous ensemble. Une avant-dernière question de Benoît qui vous demande comment faisons-nous pour récupérer le pouvoir constituant si on tient compte de l'opacité médiatique existante. Et d'ailleurs, Big Daddy Bull complète en demandant comment percer médiatiquement ou comment être plus connu de la population. Alors, si je peux me permettre, ça aussi, c'est une question qui est vieille comme le monde et à laquelle on n'a pas encore répondu, à part peut-être par une réponse simple qui est le courage des chroniqueurs déjà installés. La capacité qu'ils auraient éventuellement, et donc on a vu des gens comme Alexis Poulain ou des gens comme Guillaume Bigot ou Natacha Polony qui ont accès aux médias et qui ont pris position de manière plus ou moins tiède ou plus ou moins forte pour nos causes, nos revendications, pour le mouvement au sens large, et qui sont toujours dans les médias, qui sont toujours à la tête d'organes de presse et tout ça. Donc comme quoi c'est possible. La plupart sont des lâches, mais ça on le sait tous, donc voilà, ils vont à la gamelle. Mais on peut compter sur quelques prises de conscience éventuellement, tout ça est très compliqué. Mais puisqu'on parle des médias, moi j'avais juste une chose à dire, c'est sur est-ce que le RIC peut être une revendication unique? Et en fait pour moi la réponse est non, puisque ça vient immédiatement une deuxième revendication qui est le pluralisme des médias. C'est-à-dire qu'un RIC, même si demain Macron disait ok vous avez raison, RIC constituant 700 000 signatures, RIC législatif 1 million, c'est bon, je vous le fais, cherchez pas, c'est fait, c'est là. Ça ne changera rien. La Suisse est un pays magnifique, mais c'est pas devenu un pays parfait à cause du RIC, malgré le RIC, parce qu'ils ont des médias aussi médiocres que les nôtres, et que donc parfois de bonnes questions sont posées auxquelles le public répond contre son intérêt, parce qu'ils ont à peu près le même unanimisme dans leurs médias que dans les nôtres. Donc, avec le RIC doit aller forcément des dispositifs de pluralisme médiatique. Et à partir de là, chacun ayant sa vision différente de l'objectivité médiatique, du pluralisme nécessaire et de comment y parvenir, c'est là que le spectacle commence.
Vous voulez réagir, Isabelle ou Bruce, ou je lance la dernière question? Super. Donc la dernière question de la soirée sera celle de Christophe, et qui dit Guigo pose la question suivante. Donc peut-être qu'il transmet une question. Pensez-vous qu'il puisse y avoir dans un futur très proche une fusion complète avec toutes les tendances citoyennes pour ne former qu'un seul mouvement, entre parenthèses, constituant? Il demande par ailleurs si nous ne pourrions pas montrer l'exemple et organiser un RIC interne pour savoir si une majorité des militants citoyens constituants le souhaitent ou pas. Moi, je pense que c'est trop tôt. Hein. Je pense que justement, comme on le disait au départ du live, c'est que c'est plutôt une richesse d'avoir chacun nos activités et de converger vers une seule chose, d'avoir envie d'une seule chose. C'est pas la peine qu'on soit tous sur le même truc. Hein. Chacun sa vie, chacun ses ses priorités, mais on agit, on crée plusieurs actions du coup comme ça. Il y a plein de choses qui se font en fait, c'est riche. Et on sera ensemble au moment où ce sera le moment. Je pense que voilà, si à un moment donné il y a une action à faire qui vise un coup de poing fort dans le système actuel, on sera tous ensemble. C'est évident. On sera ensemble sur du concret. Voilà. Donc peut-être que le jour J de l'opération RIC, peut-être que certains ministres du gouv seront présents devant les bureaux des députés. Avec plaisir. Les ministres du gouv chez nous. D'ailleurs, Fabrice, je sais pas si tu es inscrit, toi. Ben écoute, je ne crois pas, et je pense qu'on va mener campagne à l'intérieur de nos comités citoyens pour te ramener du monde. C'est cool, c'est cool. Je rebondis sur Étienne Chouard, qui est inscrit, Bruce. Étienne Chouard qui est inscrit à l'opération RIC, Raoul Maniberton, Jacques Nikonov, Yvan Bachot sont avec nous, messieurs. Et puis vous deux, moi, là, je vais m'inscrire. En plus, je connais mon député, j'ai déjà eu affaire à lui au Mexique, donc. Nous aussi, on le connaît bien. Un coordonnateur de ta circonscription, peut-être, Fabrice. Et le coordonnateur, il a juste besoin d'être là le jour J et de coordonner son équipe de 40 personnes. Ok. Ça va, j'ai l'habitude de ces derniers temps de coordonner des trucs. Donc, voilà. Ça y est, t'as plus le choix. Tu t'es fait recruter. Je voulais rebondir sur en fait l'autre question. Quand tu as dit que c'est un peu trop tôt pour se mettre sur une démarche commune. Pour s'unir. Ouais, pour s'unir. En fait, clairement, l'objectif du MCP, c'est d'arriver à faire comprendre, mais il n'y a pas que ce collectif-là qui pense ça, mais d'arriver à faire comprendre que si pour nous, c'est cette revendication du RIC constituant, c'est le seul truc qui peut nous unir de façon indéfectible. C'est-à-dire, c'est pas discutable en fait. Par contre, je suis d'accord que si on parle de stratégie électorale, là, ça peut être compliqué d'aller fédérer autour de ce programme qui ne comporterait que le RIC constituant. Mais si on arrive à faire un vrai travail d'éducation populaire, on peut faire comprendre que finalement, on peut se retrouver comme au début des Gilets jaunes, sans savoir réellement avec qui on est, mais unis pour faire bouger les choses. Et en fait, ce qui nous a manqué, c'était vraiment, il y avait ces trois revendications, dont le RIC au milieu. Mais là, si on arrive réellement, en plus j'ai choisi ce doigt-là, c'est pas fait exprès, hein, mais il y avait réellement, moi j'y ai vu une super opportunité. Là, ça fait 2 ans et demi. Si le RIC, on arrive à le faire fonctionner comme ça, à dire vraiment ce RIC constituant, c'est l'objectif, et tous ensemble on pousse un peu sur le modèle islandais, même si c'est un petit pays et qu'ils en sont encore pas sortis, hein. Mais si en plus à la période, est-ce qu'il va y avoir des élections, qu'on choisisse cette stratégie ou pas, il va y en avoir. Eh ben c'est bref médiatique, et c'est là où en fait les percées médiatiques elles vont être énormes. Le seul moment dans l'histoire populaire où on a dans le temps populaire, dans le temps politique de notre pays, où on a nous petits gueux, rien, alcooliques, réfractaires, tout ce qu'on veut, on a une complotiste, on a une vraie fenêtre de tir, c'est à ce moment-là. Et là par contre, à la présidentielle, ça fait très très mal. Parce que rappelez-vous, Philippe Poutou, peu importe, le mouvement NPA, tout ça, mais ils ont quand même réussi à faire passer un gros message à un moment bien précis. Si on arrive à porter le RIC, c'est-à-dire cette solution, cette clé, cette boîte de Pandore pour les gouvernants au moment des élections présidentielles où c'est très médiatisé, derrière, pour ceux qui auront choisi les stratégies législatives, et je sais de quoi je parle puisque voter pour vous, c'est à ça qu'on a pensé, et d'autres collectifs y auront pensé aussi,
là, on va faire un gros pas énorme pour faire avancer cette cause-là. Et en fait, c'est ce qu'on a à faire. À travers l'éducation populaire, c'est ce qu'on a à faire. Donc les percées médiatiques, elles seront là, je pense. Voilà, principalement. Et pour conclure là-dessus en une phrase, le GOUV n'est pas le seul groupe issu des Gilets jaunes à avoir réfléchi à un programme. Et les groupes qui ont fait cette démarche ont été réunis dans une structure informelle, mais qui discutent depuis 2 mois d'un programme commun. Tout ça est très intéressant. Le résultat, je pense, pas réunir tout le monde, puisqu'effectivement, tout projet législatif concret et fatalement génère des divisions, mais réunir au moins un maximum de monde en intégrant évidemment toutes les choses dont on parle depuis le début et qui nous semblent à tous et toutes évidentes. Ils veulent s'inscrire exactement, enfin cette alliance-là du côté programmatique s'inscrit totalement dans ce que vient de dire Bruce. Donc plein de nouvelles à venir là-dessus, sur toutes ces tentatives de réunion et de confédération qui pourront peut-être nous mener loin, on sait jamais. Mais en tout cas, ça vaut le coup d'essayer. On va aller très loin, messieurs, je pense. C'est nous qu'on va gagner, comme on dit. Oui, bien sûr. On va même peut-être réaliser l'impossible. En tout cas, vraiment un grand merci. N'hésitez pas, les gens qui nous suivent ce soir ou qui regarderont donc en podcast cette émission, à aller découvrir le GOUV. Voilà, ils ont un site internet, donc c'est legouv.fr. Voilà, aussi Opération RIC avec Isabelle et Bruce aussi qui représentait donc ce soir le mouvement Constitution populaire. Et je me permets quand même de rajouter un petit mot de la fin là-dessus. Voilà, ne pas oublier que le mouvement Constitution populaire s'est tourné aussi vers l'action. Donc plus précisément, il y a des actions simultanées et coordonnées avec des groupes locaux à travers toute la France. Donc n'hésitez pas à rejoindre le maillage territorial où il y a aussi donc l'équipage qui est une équipe qui travaille sur toutes les fonctions support, toutes les organisations techniques et tout. Et n'oublions pas que ensemble, ce mouvement Constitution populaire, on va le placer au centre de toutes nos luttes. C'est le MCP, c'est ce qui porte cette seule revendication pour faire unité, l'avènement d'une démocratie réelle dont nous avons toutes et tous besoin. Elle est criante aujourd'hui quand on voit la souffrance, les souffrances nombreuses de notre société. Et donc contribuons ensemble à la convergence des luttes pour ces mouvements populaires contre l'oligarchie qui nous domine depuis trop longtemps. Et ensemble, on va faire l'union des démocrates. En tout cas, c'était vraiment un grand plaisir pour moi d'animer cette première émission. Un grand merci aussi à la communauté qui était présente ce soir avec nous et qui a fait remonter les questions. Merci à la technique. Je vais pas tous les citer parce qu'ils sont nombreux. Malgré qu'on ait des petits moyens, on met le cœur à l'ouvrage. Et donc merci aussi à toute la technique. Et donc vous pouvez nous retrouver la semaine prochaine. Ça sera Stéphanie, excusez-moi, qui animera une intervention d'Étienne Chouard qui va donc poser des questions constitutionnelles, si j'ai bien compris. Ouais, il va répondre en fait à des questions constituantes. Et là, pour ces lives-là, vous avez la possibilité pour les gens qui se sont inscrits sur le site du MCP de passer par le Discord, de poser les questions que vous voulez voir abordées pendant le thème. Et ils se réserveront 30 minutes pour répondre à des questions qui émanent des plateformes en direct. Voilà. Un grand merci. Je vous souhaite une très belle soirée et j'espère à très vite sur tous ces sites démocrates. Merci Fabrice, merci Isabelle, merci Bruce. Merci à tous. Au revoir. Ciao.